Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Tout dépend de là où vous êtes. Nous vous disons bienvenue dans votre émission Agora, qu'on a l'immense plaisir de vous la présenter. Maxime et moi, votre aimable serviteur. C'est une émission qui vous permettra, vous les amoureux de la sagesse, de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la philosophie. Bonjour Maxime. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est encore un immense plaisir de vous présenter l'émission Agora, une émission exclusivement réservée à la philosophie qui tente de satisfaire la curiosité intellectuelle des terminalistes et des amoureux de la sagesse. Une émission aussi qui tente de répondre à des questions qui pourraient intéresser les candidats au baccalauréat. J'ai l'habitude de dire que le besoin de connaître est une caractéristique fondamentale de l'homme. Parce que l'homme est le seul être, la seule créature qui aspire à satisfaire sa curiosité intellectuelle. Dès lors, il fait recours à la réflexion philosophique, non seulement pour donner un sens à sa vie, mais aussi et surtout pour satisfaire sa curiosité intellectuelle. Bonjour. Merci beaucoup, chers terminalistes. On va entamer l'émission avec la question à savoir, la philosophie peut-elle prescrire comment le monde doit-il être bâti? Maxime. Pour répondre à cette question, il serait peut-être important de pencher la réflexion sur les tenants et les aboutissants de la réflexion philosophique, mais aussi et surtout de réfléchir sur ce qui est l'enjeu, les finalités et les perspectives de la réflexion philosophique. Maintenant, poser la question de savoir est-ce que la philosophie peut nous dire comment le monde doit être bâti, on pourrait dire dans un premier temps, oui, que la philosophie est la seule discipline, la seule entreprise qui soit apte à orienter l'être humain pour lui donner un bon sens. D'ailleurs, Platon disait que pour que les problèmes de la société disparaissent, il faut que les philosophes deviennent rois et les rois s'adonnent à la réflexion philosophique. En d'autres termes, moi je pourrais également dire que pour que le Sénégal soit émergent, il faut que Macky Sall soit philosophe ou le nouveau gouvernement de Macky Sall s'adonne à la réflexion philosophique. Donc à travers cette affirmation émise par Platon, on comprend que Platon, non seulement il est en train de faire l'apologie de la réflexion philosophique, mais aussi et surtout il pense que la philosophie est la seule discipline qui soit capable de régler, de dénoncer, en tout cas de régler, d'éradiquer les maux dont les hommes sont confrontés. Vu sur cet angle, on peut dire que la philosophie est la seule discipline qui puisse satisfaire, non seulement qui permettent à la société de perdurer, mais aussi qui permettent à la société d'émerger. Dans cette perspective, on peut dire que la réflexion philosophique peut bel et bien prescrire comment le monde doit être bâti. Mais en contrepartie, on pourrait dire que la philosophie n'a aucune utilité dans notre monde actuel. D'ailleurs, Calliclès, étant adversaire de Socrate, disait ceci, je cite, la philosophie est dangereuse parce qu'elle nous détourne des tâches mondaines. La philosophie est dangereuse parce que la philosophie n'a ni la prétention, ni la vocation de satisfaire les besoins matériels de l'homme, mais aussi à force de philosopher, on peut sombrer dans l'athéisme. Donc on comprend qu'à travers cette citation émise par Calliclès, on comprend que le philosophe apparaît comme un être dangereux, comme un être pervers dans le champ social. De ce point de vue, on comprend que la philosophie, non seulement elle est dangereuse, mais aussi elle est conçue comme une perte de temps. La philosophie est conçue comme une somme de rêverie. La philosophie est considérée comme un bavardage inutile, inefficace, comme une activité démodée, dépassée et archaïque. Dans cette perspective, on pourrait dire que la philosophie n'a pas la possibilité, la prétention et la vocation de dire comment le monde doit être bâti. Je vais un peu revenir sur cette question pour rebondir un peu. C'est-à-dire que, vu les outrages formulés à l'endroit de la philosophie, est-ce que ce rôle sera facile à la philosophie? Bon, ça ne sera pas facile dans la mesure où beaucoup de préjugés, comme vous l'avez dit, beaucoup de préjugés, de suspicions et de méfiances sont développés à l'encontre de la philosophie. Parce que nous vivons dans un monde ultra technologique, nous vivons dans un monde numérisé, dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans un monde où la science a tellement dominé, la science a satisfait les besoins matériels de l'homme. Dans un monde dominé par la recherche du gloire, du succès, dans un monde dominé par la recherche de la gloire, du succès, ainsi que les nombreux services apportés par la technoscience, l'homme contemporain a de plus en plus tendance à penser que la philosophie, à croire que la philosophie n'a aucune utilité, la philosophie n'a aucune dimension prescriptive pour nous dire comment vivre heureux. Donc de ce point de vue, toutes ces critiques attribuées à la réflexion philosophique sur le plan matériel, on constate que la philosophie tarde à satisfaire les besoins matériels de l'homme. On comprend aussi que la philosophie, non seulement elle est conçue comme un vain bavardage, mais les philosophes passent tout le temps à se chamailler, à se critiquer autour de la vérité. Mais aussi, il faut mettre l'accent sur le fait que l'homme est le seul être qui aspire non seulement à donner un sens à sa vie, l'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est. Pourquoi je dis que l'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est? Parce que l'homme, pour que sa vie ait un sens, il faut nécessairement qu'il philosophe. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il faut inscrire les propos de Descartes, consignés dans son ouvrage intitulé Les principes de la philosophie, quand il déclare, je cite,
c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosophie. Donc à travers cette affirmation, on comprend que la philosophie, non seulement elle est inscrite au cœur de l'humanité, mais aussi et surtout Descartes pense que celui qui ne philosophe pas, c'est parce qu'il a une cécité intellectuelle. Donc on ne pourrait pas reléguer la réflexion philosophique au second plan, mais on dirait même que la philosophie, elle est actuelle, elle est inscrite au cœur de l'humanité. Donc l'homme est fait pour penser, l'homme est fait pour cogiter. C'est ce qui fait sa quintessence, c'est ce qui fait sa particularité. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et chers internautes. On vous rappelle que vous suivez votre émission Agora sur la Pékin TV. On va toujours poursuivre en posant la question, Maxime, à savoir que, en quel sens peut-on dire que le langage et la pensée sont liés? C'est une question pertinente, mais je voudrais d'abord dire que pour répondre à cette question, il serait peut-être important de faire d'abord une analyse conceptuelle. Qu'est-ce qu'on entend par langage? Mais je voudrais d'abord apporter une précision en disant que l'homme est le seul être qui parle. Autrement dit, l'homme est un être parlant, l'homme est un animal locuteur. Mais qu'est-ce qu'on entend par langage? Le langage pourrait être défini comme tout système de signes pouvant servir de moyen de communication. Il peut être gestuel, oral, écrit, symbolique ou hyperbolique. Dans cette perspective, on peut dire que le langage est le monopole de l'homme parce que l'homme est le seul être qui pense, l'homme est le seul être qui médite. Donc on comprend que le langage et la pensée sont intimement liés. D'ailleurs, il y a le proverbe français qui dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. En d'autres termes, il faut mûrement réfléchir avant de parler. De ce point de vue, on comprend que le langage et la pensée sont liés. Le langage et la pensée sont liés. Pourquoi? Parce que la pensée traduit fidèlement le langage, ou bien le langage traduit fidèlement la pensée. En tout cas, dans tous les cas de figure, on comprend que le langage et la pensée apparaissent comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Le langage et la pensée apparaissent comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Elles apparaissent comme deux choses qui sont compatibles, qui permettent à l'homme d'exprimer, d'extérioriser ses sentiments. C'est pourquoi le poète français Nicolas Boileau disait « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». Toutefois, on aurait tort de dire que le langage traduit fidèlement la pensée, parce qu'il arrive souvent que notre pensée ou bien notre langage trahissent notre pensée. C'est le cas des lapsus ou des choses qui sont ineffables, ou bien les erreurs. Parce qu'il nous arrive souvent de dire quelque chose et de se tromper catégoriquement. On comprend dans ce sens que le langage ne traduit pas fidèlement la pensée devant cette situation. Donc on comprend que l'homme, tout ce qu'il dit, parfois il ne le pense pas. Prenons l'exemple de celui qui dort bien ou celui qui est en train de monologuer. La personne qui dort, qui est en profond sommeil, il arrive souvent qu'il parle des paroles qui sont inconscientes. De ce point de vue, on peut dire que le langage ne traduit pas fidèlement la pensée, mais le langage trahit la pensée. Merci beaucoup, Maxime. Je pense que, chers amoureux de la sagesse, vous prenez bien note